Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Merci déjà de nous rejoindre. Donc c'est en effet une des premières pour nous LGM dans ce genre d'exercice de webinar. Donc bienvenue à cette web série de 7 épisodes dédiés au training et aux médias de formation. Avec ce premier épisode qui va être dédié à l'ingénierie de formation et qui va évidemment présenter l'ensemble des épisodes de la série. Donc ici, pour y aller directement, on va vraiment vous parler de notre histoire. Ce que nous on a vécu, c'est pas un étalage de grandes théories. On est vraiment là pour vous dire comment on a construit cette offre de formation, quels sont les piliers pour structurer une offre de formation, et également les difficultés qu'on a rencontrées, comment on les a surmontées, pour vous partager l'ensemble de ce qu'on a vécu depuis maintenant une quinzaine d'années dans le training en tant que LGM. Alors, quand même, on va se présenter. Donc, je vais commencer parce que j'ai la main. Je suis mal poli. Nicolas Bob, donc moi je suis à droite, deux rôles dans le training aujourd'hui chez LGM. Le rôle de responsable de notre LGM Academy, qui est notre organisme de formation qui porte à peu près 70 modules métiers. Et de l'autre, le rôle de responsable métier digitalisation des formations, au sein de notre direction technique et d'innovation. Bonjour à tous, je suis Gilles Baudou. Je suis actuellement responsable métier formation au sein de notre direction technique et de l'innovation. Ça fait 7 ans que je suis chez LGM avec d'abord un passé de chef de projet formation et ensuite maintenant ce rôle de responsable métier. Alors, sans plus de transition, parce que Gilles vous parlera de son parcours et notamment de son début du parcours pour mettre en exergue notre offre de formation, on va vous présenter le déroulé que l'on va suivre aujourd'hui. D'abord, on va vous parler de la formation Woody, mais comme un produit logistique, pas comme un élément isolé. Donc, on va y revenir. C'est très en lien avec l'identité de LGM. Ensuite, on ira au travers notamment du projet le plus structurant pour le training chez LGM, découvrir ce qu'est un système complet de formation qui nous fera déboucher à la structure d'une offre de formation. Alors, on a mis offre, mais ça peut être tout à fait service. Hein. L'idée, on va pas parler de nous particulièrement, mais de bel et bien quels sont les piliers qui offrent le service complet de la formation. Avant d'aborder une difficulté majeure que nous on a rencontrée et qui n'est pas simple à surmonter, qui est la problématique du déploiement. On a beau avoir l'offre la meilleure du monde, il y a des difficultés quand même qui se présentent et qu'il faut surmonter. Et on conclura évidemment en vous donnant le contenu de tous les prochains webinaires et puis évidemment les questions-réponses. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à l'interface que vous avez à votre droite, dans lequel vous avez une interface de questions dans le deuxième onglet, dans lequel vous pouvez poser l'ensemble de vos questions et également une interface de chat dans laquelle vous pouvez écrire absolument tout ce que vous voulez dans les limites du raisonnable, cela va sans dire. Voilà. Eh bien, Gilles, à toi de jouer. Avec ton micro, ce sera encore mieux. Qui sommes-nous? Merci Nicolas. Nous sommes donc une société spécialisée en ingénierie du soutien, le soutien logistique intégré. Donc notre savoir-faire, nos processus, nos méthodologies ont pour but d'améliorer la disponibilité des systèmes complexes, leur coût global de possession et améliorer l'expérience d'utilisation de ces systèmes complexes. Tout ça, comme je le disais, grâce à notre méthodologie d'ingénierie du soutien, notre savoir-faire, mais également à nos capacités de déployer de la maintenance digitale. Nous sommes déployés en France principalement, plus ou moins 1100 personnes en France et 400 personnes à l'international, donc pour un total de 1500 employés. Nous sommes basés, notre siège est à Paris, mais nous avons des agences dans l'ensemble des régions afin d'être au plus proche de nos clients et également des agences à l'international, notamment en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, mais également plus loin en Inde, en Australie, au Royaume-Uni, pardon, au Royaume-Uni, je l'ai dit, mais au Canada et aux États-Unis. Alors, nos secteurs principaux où nous intervenons sont les grosses industries, donc l'industrie aéronautique, industrie de défense, ferroviaire, nucléaire, aussi automobile et spatiale. Nous existons depuis une trentaine d'années, donc voilà, avec nos clients qui sont les principaux acteurs du monde industriel en Europe aujourd'hui. Donc dans nos clients principaux, on peut citer Thales, Safran, Naval Group, Alstom, la SNCF par exemple.
Donc évidemment, la transition est toute faite. On a parlé d'ingénierie du soutien, de la maintenance digitale. C'est ce qui a donné naissance, vous allez voir juste après, dans l'expérience de Gilles, à cette offre de formation pour nous. Donc vous avez ici la photo des 9 produits logistiques du soutien. Je vous rassure, je ne les lis pas. Je vais juste quand même faire un petit focus parce que c'est notre sujet sur celui qui est en vert, en bas à droite, qui est la formation à l'exploitation et à la maintenance. L'ensemble de ces produits logistiques, Gilles l'a bien dit, il concourt à l'objectif de disponibilité du système principal, d'une bonne utilisation et d'un objectif de coût global de possession optimisé. Eh bien, c'est exactement ces mêmes objectifs que l'on va décliner à la formation lorsqu'elle est produite en tant que produit du soutien logistique. Objectif de disponibilité, avec, je vous donne 2 exemples qui sont quand même les plus récurrents. Réduire le temps d'immobilisation lié à une maintenance, qu'elle soit préventive, c'est-à-dire planifiée, auquel cas, l'idée, c'est qu'en effet, les informations, elles sont bien intégrées pour ne pas perdre de temps ou ne pas commettre d'erreurs, ou qu'elles ne soient pas planifiées, qu'elles soient subies de la maintenance curative, auquel cas, s'ajoutent aussi des facteurs de stress et de compétences disponibles sur le terrain. Et il y a également la réduction des erreurs d'utilisation. En effet, on peut prendre l'exemple d'un véhicule blindé, aller très rapidement dans des zones accidentées, typiquement, ça peut engendrer des dégâts sur le véhicule. Et donc, il y a un certain nombre de consignes. J'ai pris un exemple un peu, un peu tiré par les cheveux, mais on comprend bien la finalité qu'il va y avoir derrière, d'être bien formé pour bien l'utiliser et donc minimiser l'impact sur un système complexe. Et enfin, je vous ai parlé également du coût global de possession. Évidemment, ici, l'objectif encore, c'est autant pour le coût de développement d'une part que, et surtout, pour le coût du système de soutien dans son ensemble, faire en sorte que la formation, elle rapporte plus qu'elle ne va coûter. Et ça, ce sera l'objet d'une petite mention de Gilles aujourd'hui et surtout une belle intervention dans le 7e épisode de notre websérie. Alors, voilà, nous vous souhaitons vous illustrer justement c'est l'intégration de, comme Nicolas le mentionnait, donc la formation est un produit du soutien à part entière, qui arrive en bout de chaîne et qui permet que le personnel qui va utiliser un système complexe ou qui va le maintenir soit bien formé. Mais bien entendu, dans un contexte industriel et dans un contexte de système complexe, il y a des enjeux, des défis auxquels nous sommes confrontés. Je vais vous partager avec vous mon expérience en tant que chef de projet sur un projet que LGM mène depuis aujourd'hui une quinzaine d'années. Donc, il s'agit du programme Axloc One. C'est un système de commandement et de contrôle aérien qui est développé, conçu par Thales, acheté par l'OTAN et déployé au sein de 16 sites militaires en Europe. Donc nous sommes, LGM, responsables pour ce programme de toute la documentation technique et de toute la formation. Alors, comme vous pouvez vous imaginer, l'OTAN, qui est l'acheteur principal, a ses propres exigences, a ses propres requis, a ses propres procédures d'acquisition, de validation, de tests. Et donc aussi, pour le training, à ses propres exigences qui vont influencer tout le programme, mais qui doivent aussi être déployés au sein de ces sites militaires avec tous leurs spécificités, les spécificités nationales, comme vous pouvez l'imaginer. On est aussi confronté à différents rôles, très différents à entraîner, des rôles de contrôleurs aériens, d'autres rôles opérationnels tels que les opérateurs de surveillance aérienne, qui vont avoir des besoins en formation très spécifiques, adaptés aussi à leur contexte, donc à un contexte opérationnel. Aujourd'hui, on ne fait pas de la défense aérienne dans un pays limitrophe avec la Russie, comme on en fait dans un pays qui n'en est aujourd'hui entouré que d'autres pays de l'OTAN, comme par exemple la France. C'est un système qui est encore en évolution, donc c'est-à-dire qu'on doit en permanence adapter notre système de formation à l'évolution technique du système, ce qui nous oblige à prendre en compte une évolution de notre donnée source, donc la documentation technique que nous devons intégrer en permanence dans nos matériels de formation pour être sûr que nos matériels de formation soient toujours en ligne avec le système sur lequel nous délivrons cette formation. Alors aussi, la population d'apprenants, comme vous pouvez vous imaginer, pour un système qui est déployé du Portugal à la Norvège, de la Hongrie à la Grèce,
en passant par les Pays-Bas, la Belgique, ben, on n'entraîne pas les apprenants de la même manière. Chacun ont leurs caractéristiques, chacun ont leur culture que nous devons prendre en compte. Également aussi, dans les militaires, mais il y a tout à fait il y a des gens qui ont des backgrounds totalement différents. Un jeune qui sort d'une école militaire qui a 21 ou 22 ans, ben, il n'a pas la même motivation, pas les mêmes attentes au niveau des formations, au niveau des médias qu'on va utiliser, qu'une personne qui est en poste depuis 20 ou 25 ans, qui a l'expérience, qui a connu d'autres systèmes auparavant. Ben, ce système, il est aujourd'hui surtout enfin, il est en cours de déploiement dans pas mal de sites où il l'était, et on a dû prendre en compte cette disponibilité critique du système par exemple, organisant des formations parfois très tôt le matin ou parfois très tard le soir, ou en devant intégrer des contraintes de test ou d'intégration du système dans notre dispositif de formation. Alors ce système militaire, ben, comme par définition, il va être utilisé, ou il peut être utilisé en temps de crise ou en temps de guerre. Ben, ce sont des situations aériennes particulières, hein, le temps de crise, le temps de guerre. Comme vous pouvez imaginer, on n'est plus à un moment où il y a des raids d'aviation qui déferlent sur un pays ou un autre. Mais ce sont des situations très particulières auxquelles les militaires doivent encore s'entraîner. Et donc, cet entraînement, il ne peut se faire qu'à l'aide de simulations. Et donc, ce système, il intègre un outil de simulation, mais donc notre dispositif de formation, il a dû aussi prendre en compte ces demandes et développer des scénarios adaptés adaptés à ces besoins de simulation pour entraîner justement les militaires à ces procédures, temps de crise, temps de guerre. Aussi, comme vous pouvez vous en douter, ben, les Espagnols, ils ont certains types de radars, les Néerlandais, ils ont d'autres types de radars, ils ont des moyens de communication sécurisés que certains n'ont pas. Et donc, toutes ces spécificités nationales ont amené à produire des trainings clés en main, complètement customisés, afin de répondre à ces différentes spécificités des pays. Donc voilà pour l'exemple, la petite histoire, c'est auquel j'ai été confronté en tant que chef de projet. Et donc pour répondre à tous ces challenges, à tous ces enjeux, nous avons chez LGM décidé d'utiliser une méthodologie qui s'appelle Systems Approach to Training, qui se déploie en 5 phases. Les phases sont connues sous l'acronyme ADDIE, ADDIE, pour Analysis, Design, Development, Implementation et Evaluation. La phase analysis, la première phase, elle consiste à la collecte de toutes les données nécessaires à comprendre le contexte d'une organisation et à comprendre les enjeux d'une formation. Donc, on peut résumer ça à une analyse sur deux volets principaux. Une analyse des besoins de l'organisation en termes de métier, en termes de job, de rôle qui sont concernés par la formation. Donc, comme je le disais par exemple, c'est regarder quelles sont les tâches, quel est dans le rôle d'un contrôleur de défense aérienne qui utilise le système AXE, quelles vont être ces différentes tâches, comment est-ce qu'il va utiliser le système, comment est-ce qu'il prend le contrôle d'un avion, comment est-ce qu'il identifie ses cibles sur l'écran, comment est-ce qu'il peut s'assurer de la déconfliction avec d'autres avions. Donc tout ça sont des tâches qu'il doit réaliser. Il va aussi utiliser des systèmes annexes comme les systèmes de communication, comme les liaisons de données. Et donc tout ce contexte-là, toute cette tâche, toute cette activité qui vient nourrir notre analyse pour bien comprendre le contexte opérationnel des rôles, le contexte opérationnel des métiers, donc ce qui permet de justifier et de tenter d'être exhaustif dans la définition des objectifs d'apprentissage. Donc, lier ça plutôt à un contexte terrain que plutôt simplement à un équipement. Donc, ne pas se concentrer sur les fonctionnalités d'un équipement, mais regarder comment un rôle, un apprenant, va utiliser ce système-là dans son contexte opérationnel, ce qui permet évidemment une meilleure adhésion au système de formation. Le deuxième volet, c'est de regarder la population d'apprenants. Donc, caractériser la population d'apprenants sur base d'un modèle, en général, qui est assez répandu, c'est le modèle KSA, KSA pour Knowledge, Skills, Attitude.
Donc, quel est le niveau de connaissance, quelles sont les compétences, quelle est l'attitude de l'apprenant par rapport à la formation. Et ce sont ces paramètres-là qui vont nous permettre de caractériser une population d'apprenants, de déterminer, est-ce qu'ils ont le prérequis pour rentrer en formation, est-ce qu'ils ont la motivation, est-ce qu'ils ont un intérêt particulier pour la technologie, est-ce qu'ils sont capables d'utiliser des médias distanciels. Voilà, tout ça va nous permettre d'adapter la formation à la population. La phase suivante est la phase de design, donc la phase de conception des formations. C'est dans cette phase-là que nous allons déterminer les objectifs d'apprentissage. Les objectifs d'apprentissage qui vont être déterminés par rapport aux données de la phase d'analyse. Donc, quel est où on va regarder l'écart qu'on avait entre les besoins de l'organisation, donc la définition de l'activité et des rôles, et le niveau auquel se situe notre population d'apprenants. Et bien donc, c'est cet écart entre ces deux éléments-là qui va nous permettre de déterminer des objectifs d'apprentissage précis et adaptés à notre contexte. Ces objectifs d'apprentissage, ensuite, ils vont être structurés en parcours et en cours. Et ce sont ces parcours qui vont être exécutés auprès des apprenants. Et pour transférer la connaissance vers les apprenants, nous avons besoin de sélectionner des médias, sélectionner des moyens pédagogiques. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un panel très varié de médias pédagogiques, des médias présentiels, donc du PowerPoint, des exercices pratiques, comme on les connaît, mais aussi des moyens distanciels, tels que de l'e-learning, etc. Tout le résultat de cette phase analyse, et design, est présenté, synthétisé dans un plan de formation, un training plan, qui va en fait spécifier tout ce que nous allons réaliser dans les phases suivantes, donc les phases de development, implementation, evaluation. La phase suivante, donc la phase de développement, va viser évidemment à produire l'ensemble de ces modalités pédagogiques dont vient de parler Gilles, qui peuvent être très variées étant le PowerPoint, la vidéo, le tutoriel, le motion design, le e-learning, la visite virtuelle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc, j'en ai sûrement encore oublié, mais vous voyez que la liste est quand même assez longue et c'est parfois compliqué d'y voir clair. Donc, l'idée ici va être de récupérer le training plan qui va avoir spécifié la modalité pédagogique et le petit retour d'expérience que nous on a dedans, c'est de travailler bel et bien par phase, c'est-à-dire bien commencer par ce qu'on va appeler un synopsis ou un chemin pédagogique qui va de manière très haut niveau décrire les grands objectifs et le déroulé des messages que l'on veut adresser à travers ce média, puis un storyboard qui va aller de manière plus fine dans un format type PowerPoint ou Excel, préciser dans le détail ce qu'il faut qu'il porte, puis enfin le développement qui peut également intégrer de nouveaux médias. Si je prends l'exemple du e-learning, évidemment, un e-learning peut embarquer des visites virtuelles pour faire des petits simulateurs, de la vidéo, du motion design et même du 3D. Donc tout ça, évidemment, ça vise à être développé et intégré. Toutes ces données, Gilles nous l'a dit et je le remarque ici, il y a un lien avec les données sources, souvent la documentation, qui revêt un caractère réglementaire, c'est-à-dire que la formation doit bel et bien être intégrée de manière très claire et de manière inchangée, de manière à ce qu'il y ait bel et bien les bons messages et pas de contresens qui soient faits. Si je reprends l'exemple de Gilles, l'exemple de Axe, évidemment, vous vous doutez bien qu'une mauvaise manipulation liée au fait qu'on a pris la documentation V1 au lieu de la documentation V12, pourrait tout simplement résulter en une mauvaise interception d'un missile qui viendrait s'écraser, j'espère, loin de chez nous. Enfin, l'objectif, généralement, si on lance un missile, c'est de viser quelque chose. Donc, on a un exemple concret ici de l'importance de bien développer ces moyens pédagogiques avec la bonne information et comment c'est fait dans un service de formation connu. La phase suivante est la phase implementation, ou la phase de mise en œuvre, où nous allons, donc comme Nicolas en parlait, donc tous ces moyens pédagogiques, tous ces médias que nous avons développés, c'est dans cette phase-là que nous allons les utiliser pour transférer la connaissance, les compétences vers les apprenants. Ça peut se faire donc au travers de présentiel, en classe, avec un instructeur expert, au travers d'exercices pratiques sur équipement. Voilà, ça c'est plus pour la partie présentielle. Et ça peut également se faire au travers d'un LMS pour les médias distanciels, donc un Learning Management System, qui va être utilisé pour gérer la diffusion des médias
dans cette phase de mise en œuvre. La dernière, donc, je veux compléter aussi, c'est que lors du programme AXE, une approche qui avait été décidée, c'est d'entraîner des instructeurs. Donc, c'est une approche train the trainer, où dans des programmes de formation si vastes, entraîner l'ensemble des personnels d'un site, mais ce serait vraiment très compliqué d'un point de vue industriel. Donc, le pli est pris de entraîner un pool d'instructeurs par site qui après va avoir la responsabilité d'entraîner les équipes de ce site. La dernière phase, la phase evaluation, elle porte, comme vous le connaissez certainement, l'évaluation, on entend surtout validation des acquis. Donc, procéder à des tests, à des quiz, à différentes interrogations orales ou écrites pour évaluer la manière dont l'apprenant a retenu la formation et serait capable donc de l'utiliser par la suite. C'est quand même un aspect de l'évaluation qui est relativement répandu. Et l'autre aspect de l'évaluation qui est répandu, c'est l'évaluation de la satisfaction, le TripAdvisor de la formation. Comment est-ce que la formation a été perçue? Est-ce qu'on a estimé l'instructeur comme un expert? Est-ce que l'infrastructure de formation était adaptée? Est-ce que les objectifs d'apprentissage ont été remplis? Ça, c'est ce qui concerne l'évaluation de la satisfaction. Un autre volet de l'évaluation qui est important, c'est d'évaluer le ROI de la formation, le Return on Investment. Donc, évaluer, pouvoir comprendre si la formation a un impact sur l'organisation. Est-ce que tel ou tel fonctionnement de l'organisation se voit amélioré grâce à la formation, un gain en productivité, du personnel plus compétent et donc plus à l'aise pour réaliser les tâches. C'est ce qui va être également réalisé lors de cette phase évaluation. Évidemment, on va revenir dans toutes ces notions au travers de cette série des webinaires. Les deux premiers, au travers des épisodes 2 et 3, on en parlera à la fin. Le développement, la découverte des moyens pédagogiques au travers des épisodes 4, 5, 6. Et enfin, l'évaluation et l'implementation qu'on verra également dans l'épisode 7. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas tout de suite. N'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment. On va également vous parler d'un élément important qui met en exergue encore plus le besoin de la formation et notamment le besoin de la formation distancielle et autonome, c'est la modification de l'équilibre entre les experts d'un côté, que vous voyez ici, et le besoin de formation, qu'ils soient clients ou alors qu'ils soient directement dans les sociétés à part entière. On a juste mis les 3 plus gros facteurs aujourd'hui qui impactent le monde de la formation. Il y en a d'autres, mais si vous souhaitez commenter, n'hésitez pas non plus. Le premier facteur, c'est les vagues de départ à la retraite. Facile d'imaginer leur impact, évidemment. Depuis à peu près 5 ans, on observe une vague assez importante de départ à la retraite qui va se prolonger encore dans les quelques années qui viennent et qui, évidemment, réduisent le nombre d'experts disponibles. Le facteur suivant qui a une influence sur cet équilibre entre experts et besoin de formation, c'est aussi un accroissement du turnover. Aujourd'hui, on remarque, on note d'un point de vue statistique, que plus d'employés quittent leur entreprise dans des délais courts. Donc, ce qui fait qu'il y a plus d'arrivants, donc moins de gens expérimentés dans l'entreprise, on a plus de difficultés à les garder, donc ce qui résulte en une baisse des experts disponibles, mais également plus de personnes novices dans les métiers qui rejoignent l'entreprise et donc un besoin accru en formation pour former ces personnes, d'autant plus sur des métiers ou dans des processus au sein des entreprises qui se complexifient. Et enfin, dernier élément, pour ceux qui sont issus du monde industriel, je pense que vous le vivez depuis un certain nombre d'années, la complexité croissante des systèmes. Là où il y a encore 20 ans, si je reprends l'exemple des radars, on avait essentiellement un gros système complexe. Aujourd'hui, que ce soit le radar lui-même ou même un navire, un avion, un bus, un train, enfin peu importe, c'est une agglomération de systèmes complexes aujourd'hui, avec des rôles spécifiques, des intervenants spécifiques que l'on n'avait pas avant. Et ça demande du coup de former les gens plus longtemps, mais aussi plus de personnes. Et donc, ça a évidemment un impact sur le besoin de formation et dans une moindre mesure sur le nombre d'experts disponibles. Alors, on a également souhaité, suite à cette mise en évidence quelque part du besoin de plus
de dispenser des formations et avec aussi des nouvelles modalités, reprendre un petit peu de hauteur sur l'environnement dans lequel la formation va intervenir dans les projets de développement des systèmes complexes, comme on l'avait introduit au départ. Donc, vous avez un cycle en V assez classique que je ne vais pas détailler, si ce n'est vous dire qu'ici, c'est la formalisation, grosso modo, tout ce qui va être les besoins, le développement, l'ensemble des tests, et puis finalement la recette et ce qu'on va appeler ensuite finalement retirer du service le système en question. En formation, nous sommes ici, c'est-à-dire en gros au niveau de la fin du cycle en V, avec généralement la documentation. Inutile de le rappeler que finalement, souvent ces systèmes complexes, ces projets de développement de systèmes complexes, ce sont des projets soumis à des pénalités de retard qui ne sont pas anodines, dans lesquels la documentation qui va devoir être produite est certes à la fin, mais en plus est très dépendante de la documentation. C'est tout à fait le message que nous avons adressé tout à l'heure, c'est-à-dire une donnée se doit d'être bien réglementaire parce qu'il y a souvent dans leur usage des conséquences qui peuvent être catastrophiques, et donc l'information se doit d'être très très réglementée dans sa diffusion et formalisée dans un seul et même livrable qui est souvent la documentation technique. Fin du cycle en V, qui dit fin du cycle en V dit s'il y a retard avant, eh bien évidemment, pénalité de retard contraint la deadline, donc on compresse. C'est souvent le cas, malheureusement, dans les projets de développement de systèmes complexes. La documentation et la formation se retrouvent dans des délais extrêmement compressés pour leur développement. Et donc, ça demande d'aller extrêmement vite, plus vite que, évidemment, ce qu'il est généralement possible de faire pour faire des livrables avec toute l'attention nécessaire pour les produire, et donc de travailler sous des pressions qui sont parfois très fortes. Donc, avec ce recueil de situations, eh bien, le besoin qu'on nous a souvent adressé était le suivant. Comment vous pouvez nous faire monter en réflexion pour ajouter de la valeur ajoutée pédagogique, puisque nos formateurs ou nos chefs de projet formation, ils sont souvent très techniques, donc pas issus forcément du monde de la formation, et ils n'ont pas une vision complète sur l'ensemble des outils qui pourraient les aider à remplir ces fonctions. Sans budget pour cette découverte, puisque finalement, on voit bien la contrainte que je viens de vous présenter, donc dans les périodes de pic, c'est absolument impossible de sortir du budget supplémentaire. 100 temps supplémentaires pour sous-traiter, pareil, et dans la période de projet, aller rédiger un cahier des charges, ça prend généralement plusieurs mois. Quand on n'a pas le temps de sortir la tête de l'eau pour suivre ses instructions, c'est impossible d'y penser. Et enfin, tout ça en générant du délai. Donc, vous avez ici le cahier des charges pas très simple qui nous a été adressé de nombreuses fois et sur lequel on s'est cassé les dents de nombreuses années. Donc, le défi, ça a été comment déployer une offre, un service de formation de notre part auprès de nos clients dans ce contexte. Eh bien, on va vous donner quand même la recette, tout à fait, qu'aujourd'hui on exploite. C'est-à-dire qu'on exploite les temps creux. C'est-à-dire quand on a des formateurs et des systèmes de formation qui sont complètement dans le rouge dans des programmes, généralement, on n'arrive pas à faire grand-chose. C'est plutôt quand tout ça s'est passé qu'on se dit on se pose pour construire quelque chose ensemble. C'est là où on va aller les rencontrer et construire avec eux. On va d'abord travailler sur la méthodologie de justification. J'y en a parlé au départ. Ce sera réévoqué dans les webinaires 2 et 3. Comment on va justifier un moyen pédagogique? Quelle valeur il va apporter? Où est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien, tout ça, ça va se faire notamment à travers un parcours de découverte de l'ensemble de ces moyens pédagogiques, de leurs apports et de formaliser des use cases spécifiques à l'usage de ces clients. Bien, tous les clients sont différents, ils ne vont pas utiliser le e-learning différemment, la réalité virtuelle différemment, les animations 3D également. Et enfin, on va proposer un mode d'appel extrêmement simple et agile. Par mode d'appel, j'entends finalement mode de contractualisation dans notre cas, mais cette réflexion se veut plus large, donc je vais l'appeler mode d'appel. Dans notre cas, ça a été beaucoup des unités d'œuvre. Beaucoup d'industriels de la défense avec lesquels on a travaillé, les Safran, les Nexter, les Arcus, les Thales. On a amené finalement ces catalogues d'unités d'œuvre en étant force de proposition pour produire ces typologies de livrables et puis leur dire, écoutez, appelez ces catalogues maintenant quand vous êtes dans des périodes où c'est très très compliqué, vous savez justifier un moyen, vous n'avez plus qu'à appeler l'UO animation 3D simple pour aller produire ce livrable. Il sort de votre charge, vous avez un moyen pédagogique efficace et donc vous sortez un peu du rouge tout en ayant un apport qui est riche pour vos formations. Évidemment, plus cette méthode a commencé à marcher, plus on s'est interrogé pour industrialiser ce parcours parce que ça nous demandait évidemment du temps et de l'énergie. Et l'espace que nous avions mis en place pour ça, il s'appelle Training Factory, qui a été ouvert en février dernier 2019, dans lequel on invite nos clients à nous rejoindre et à faire ce parcours initiatique, entre guillemets, pour découvrir cette méthode, ses moyens, formaliser des use cases et derrière, pourquoi pas, aller construire des unités d'œuvre. Alors là, je ne vais pas parler, je vais mettre une petite vidéo qui va parler pour moi. Et ça suffira, je pense, pour cette première découverte.
Voilà, j'en profite pour faire un clin d'œil aux membres de l'équipe. Je sais qu'il y en a qui regardent et peut-être même qui étaient présents dans cette vidéo. Donc, c'est un petit clin d'œil en même temps. Gilles? Aujourd'hui, nous avons parcouru notre offre, nous avons parcouru nos solutions ingénierie de formation d'un point de vue global. Voilà, quelles sont les méthodologies qu'on applique, quels sont les enjeux, les défis auxquels nous sommes confrontés, comment nous y répondons, comment nous tentons d'y répondre. Et c'est ce que nous allons poursuivre au sein des différents épisodes. Donc là. Le micro. Je ne vais pas faire le coup du micro, tu l'as déjà fait. Donc, l'épisode 2 sera beaucoup plus concentré sur l'activité d'ingénierie pédagogique en elle-même. Donc, vous y retrouverez Gilles d'ailleurs, qui va aller plus dans le détail, vous montrer des livrables, vous expliquer plus la méthodologie, qu'est-ce qu'il y a dans un training plan, comment on le construit, et également un petit tour sur un outil que nous avons développé qui permet de justifier des moyens pédagogiques. L'épisode 3, intitulé « Que la norme soit avec vous », portera sur la nouvelle norme dédiée à l'ingénierie de formation, qui est la norme S6000T, donc qui fait partie d'un ensemble de normes plus large, donc d'un ensemble de normes du corpus ASD qui couvre l'ingénierie du soutien. Cette norme publiée en mars 2020, tout à fait donc très récent, mais nous allons vous la présenter, faire en sorte que vous puissiez comprendre les enjeux et les intérêts de cette norme. L'épisode 4, donc personnalisation en vue, son nom, va avoir pour objectif de nous faire rentrer sur 2 médias particuliers et très utilisés. C'est pour ça qu'on en a fait un épisode particulier. Le e-learning, mais alors le e-learning avec l'ensemble de ses composants pour faire du digital blended learning, quel média on y intègre, quelle valeur ajoutée, et vous montrer des exemples évidemment avec les apports que ça a. Et la déclinaison, on sait que le PowerPoint est encore beaucoup utilisé à juste raison, donc on l'a appelé un petit peu rapidement le PowerPoint augmenté, mais comment également dans un PowerPoint on peut venir enrichir de médias et donc améliorer l'expérience apprenante. Notre 5e épisode portera sur les médias immersifs, donc l'épisode s'intitule « Manier l'immersion ». Et donc nous verrons quand est-ce qu'il est justifié d'utiliser ces médias et aussi quand est-ce qu'il ne l'est pas, parce qu'on voit beaucoup de médias virtuels, qui utilisent l'immersion virtuelle, donc telle que la réalité virtuelle, telle que la visite virtuelle, sont des médias qui ont certes des avantages, mais qu'il faut utiliser aussi au bon moment et ne pas vouloir trop en faire à ce niveau. Tout à fait, avec également une méthode de justification qui sera dedans. L'épisode 6, donc rapide et sur mesure, nous reviendrons sur une offre que nous avons présentée sur l'ensemble des réseaux et que nous avons reliée à nombre d'entre vous, qui s'appelle Make and Go, où là, l'objectif, c'est bel et bien de créer un processus industrialisé permettant toujours de produire sur mesure des contenus digital learning, ceci ayant l'idée de pouvoir tous impliquer les techniques connaisseurs en leur apportant la plus-value pédagogique tout en minimisant les délais et les coûts de production. Et le dernier épisode, notre épisode numéro 7, vous n'oublierez jamais, sera consacré aux phases Implementation et Evaluation. Nous rentrerons plus en détail sur le contenu méthodologique de ces phases et notamment dans la phase Evaluation, quelles sont les méthodes, quels sont les process que nous pouvons mettre en œuvre pour évaluer le Return on Investment des formations. Voilà, nous vous remercions Nicolas et moi pour votre attention et pour votre intérêt pour notre web série.
Nous espérons réellement vous retrouver lors des prochains épisodes. Et maintenant, nous vous laissons la possibilité de nous poser des questions et nous y répondrons avec la plus grande attention. Alors, je vais les prendre au fil de l'eau, hein, ces questions. Alors, vous inquiétez pas, si vous voyez pas les questions des autres, c'est normal. Le logiciel est ainsi conçu. Ne me demandez pas pourquoi. Nous n'en savons rien. Donc, une première question. Je vais commencer les questions pour Gilles plutôt. Quelles informations on retrouve dans un training plan, Gilles? Les grandes informations, ce qu'on va peut-être pas détailler, mais tu reviendras tout plus tard. Les informations que nous retrouvons dans un training plan, principalement, donc le training plan, il va synthétiser le travail des phases analysis et design, et donc il va permettre d'avoir un canevas, des directives pour la suite de l'exécution du dispositif de formation. Les informations qu'on va retrouver, donc tout d'abord le contenu des parcours et les objectifs d'apprentissage. C'est la première chose. Les médias que nous allons utiliser, donc ça, on va dire, c'est le basique, mais également toutes les contraintes, par exemple, en ressources de formation. Donc, combien d'instructeurs est-ce qu'on va avoir besoin pour telle formation, mais également combien est-ce qu'on va accepter d'inscrits à cette formation. Donc, c'est dans ce training plan qu'on va dire, tiens, cette formation, cette session-là, elle est établie pour 8 ou 10 ou 12 apprenants, de manière à éviter d'avoir un trop grand nombre. On va aussi définir les prérequis de ces apprenants, ce qui permet que tout le monde soit d'accord sur le niveau attendu des apprenants avant qu'ils rentrent dans la formation. On peut s'accorder sur les ressources logistiques qui vont être mises à disposition pour la formation. Qui est responsable de quoi? Qui s'occupe de mettre à disposition une plateforme? Qui s'occupe de mettre à disposition un simulateur? Également, l'ensemble des parcours peut être décrit. Quel va être le parcours complet pour entraîner un métier? Quels vont être les prérequis à obtenir? Quels vont être les premiers cours qu'il va suivre? Après, comment ces cours sont évalués? Comment est-ce qu'on valide les acquis? Après, à quel cours suivant est-ce qu'il peut passer? Donc, voilà, ce document, qui est un document formel, permet de s'accorder avec tous les acteurs, autant les responsables de formation, les commanditaires, les développeurs de la formation, sur tout ce qui va être exécuté, tout ce qui va être développé dans la suite du programme. Alors, je vous invite évidemment à aller voir l'exemple dans l'épisode 2, ce sera d'autant plus concret que ces mots qui sont listés. Alors, une autre question, parce qu'on est en plein en plus sur Axe, donc je la prends tout de suite. Comment avez-vous géré les différentes habilitations du système Axe au niveau d'habilitation et la provenance nationale, évidemment, le caractère singulier national de ces habilitations? Si on parle des habilitations de sécurité, en effet, il y a donc j'espère qu'on parle bien de ça. Si on parle des habilitations de sécurité, donc en effet, nous avons dû avoir le personnel qui intervenait sur le programme était évidemment habilité secret autant pour pouvoir accéder aux informations, pour pouvoir accéder aux différents sites militaires et pouvoir donner les formations. Ça, c'est une première chose. Nous avons nous-mêmes donc une accréditation pour pouvoir manier des données NATO restricted, restreintes autant, ou des informations confidentielles autant. Et nous avons accès aussi, donc nous avons beaucoup travaillé avec notre client, donc qui est Thales Raytheon Systems, sur leur site, qui est également un site classifié. Donc voilà, avoir du personnel habilité pour pouvoir et puis avoir l'habitude aussi. Donc pour être tout à fait complet, nous avons travaillé sur ce programme-là avec beaucoup d'anciens militaires, notamment moi, qui suis également un ancien officier de la force aérienne belge. Et donc cette expertise, cette connaissance de différentes contraintes au niveau sécurité qui nous a permis d'être efficace sur ce programme. J'espère avoir répondu à la question. Alors, je vais en prendre quelques-unes également. En allant vite, comment on construit des unités d'œuvre? Eh bien, j'ai un peu décrit ce qui va se rejoindre avec une autre question. Est-ce qu'il y a besoin de la Training Factory pour le déploiement? Training Factory, non. Ça va juste plus vite, c'est plus simple, mais c'est pas nécessaire, hein, évidemment. L'important, c'est le parcours, ce qu'on y découvre, ce qui est important. Pour les unités d'œuvre, c'est un petit peu la même réponse. Ça veut dire que comment on les construit? Eh bien, on va venir vous présenter, ou quelqu'un va venir vous présenter. Il faut voir des réalisations. Il faut calibrer ces réalisations, dire c'est ça qu'il nous faut, et puis bien décrire les spécificités. C'est là où on va avoir des hypothèses qui vont découler, qui vont
bien borner la réalisation, parce que la contrainte pour une société qui les produit, c'est de savoir exactement ce qu'elle produit, ce qui va permettre évidemment d'avoir des coûts les meilleurs quand le dispositif est bien réglé. Donc c'est vraiment par cette découverte, cette discussion autour de réalisation, en tout cas dans notre cas, qu'on a pu construire les unités d'œuvre les plus pertinentes et les mieux taillées pour nos clients. Alors également, on a parlé, donc je vois la question, vous avez parlé d'un outil de justification des moyens pédagogiques. Alors on va pas tout détailler là, ce qu'on peut vous dire là, il sera montré lors de la séance numéro 2. C'est un outil déjà à base d'Excel aujourd'hui, hein, parce qu'on l'a voulu très très simple d'accès avec un data model qui se paramètre autour d'une prestation, parce qu'il y a quand même un petit peu de travail que l'on fait au démarrage. Gilles en reparlera lors de l'épisode 2, c'est en effet un outil dans lequel on va balayer un ensemble de questions, dans lequel il y a un ensemble de réponses qui sont qualifiées, du coup des questions du type beaucoup d'apprenants, peu d'apprenants, espace géographique important ou non, criticité de la connaissance, etc. Et ça va vous spécifier d'une note de -1 à 5 les médias les plus pertinents. Également un outil de conception pédagogique, oui, il en existe. On est d'ailleurs impliqué dans un de ces outils. Gilles, tu en parleras également, je pense, de l'épisode 2. Donc, on ne va peut-être pas retenir trop tout le monde dessus, mais si tu veux en glisser quelques mots. Oui, donc en effet, nous sommes impliqués donc avec des partenaires dans le développement d'un outil de conception pédagogique, donc basé au départ sur la norme, sur la méthodologie Systems Approach to Training, mais que nous sommes en train de rendre conforme à la norme S6000T. Outil qui va principalement être dédié aux phases analysis design, parce que c'est surtout là que se porte le besoin, et qui va faire aussi la transition, donc la gestion de développement des moyens pédagogiques, que ce soit bien en accord avec ce qui a été spécifié lors de la phase design. Nous avons prévu lors d'un des épisodes, je crois lors de l'épisode 7, si mes souvenirs sont bons, de montrer cet outil. Donc pour pouvoir en faire une démonstration de notre en tout cas aujourd'hui, d'un outil qui se situe toujours au niveau du prototypage, mais nous avançons dans le processus de développement. Donc vous aurez l'occasion lors de l'épisode 7 de découvrir cet outil. Pour répondre à la question, on en a trouvé très très peu, en tout cas, qui ont cette vocation dans le système de soutien, avec ces liens, avec la documentation. Donc je reprends tout de suite aussi cette question qu'on adressait, je lis entre les lignes, hein, mais comment traiter ce fameux lien entre la documentation et les modules qui sont sortis. Donc je pense qu'il y aura également quelques mentions qui seront dites dans l'épisode 2. Donc, pour pas en faire 10 minutes dessus, sachez que notamment cet outil vous présentera une technique. Et il y a en effet des méthodologies, des techniques qui permettent, en instrumentant des outils, d'aller lier un contenu documentaire, notamment lorsqu'il évolue, à avoir des alertes pour que les personnes qui sont responsables des contenus de formation puissent être alertées d'évolution et donc les prendre en compte, et ce afin de garder une bonne adéquation de validité des contenus de formation. C'est que c'est un problème récurrent et donc nous comprenons parfaitement cette question. Également, une question que je vais aller très vite, comment justifier de la réalité virtuelle? Alors c'est vrai que c'est une question qui est fréquente. Généralement par la criticité des tâches et par les coûts qui sont engendrés par des mauvaises manipulations. Mais une fois de plus, je pense que Gilles, tu pourras en revenir un petit peu plus dans l'épisode 2 sur cette question, on se la notera. Donc la dernière question, Gilles, laquelle je te laisse répondre. En gros, quelle est la panoplie de moyens pédagogiques qui ont été développés dans ce projet de contrôle aérien fait pour le temps? Oui, donc dans le projet Axe, les différents moyens pédagogiques qui ont été développés. Tout d'abord, le premier moyen pédagogique qu'on a développé, c'est un computer-based training, qui était un cours de familiarisation au système. C'était un cours sur base d'un e-learning. Je vous avoue aussi un e-learning qu'on pourrait tout à fait, qu'on trouverait old school aujourd'hui, parce que développé il y a 15 ans, hein, c'était en tout début de programme. Mais cet e-learning, il a bien servi pour pouvoir donner une information de base avant tout training présentiel qui a lieu d'abord en usine, donc où tous les militaires qui venaient au training avant recevaient ce CD. Hein, c'était encore un CD à l'époque qui était diffusé vers tous les sites, et ils avaient l'occasion de voir cet e-learning. Donc après, il y avait toute la phase en présentiel, avec une particularité, c'est qu'on avait lié tout notre training matériel. Donc on avait fait des supports sur base d'un XML qui était lié à la documentation modulaire S1000D. Donc là, notre donnée source était de la S1000D, et nos PowerPoint, en fait, qui étaient des slides en XML, étaient produits
sur base de la documentation S1000D, ce qui permettait de gérer en configuration, donc avoir une évolution des training matériels qui étaient liés à l'évolution de la doc, de par ces liens qui étaient faits entre les modules de formation et les modules de doc. Ça, c'est plus pour les informations théoriques. Par contre, toute la pratique, on développait des exercices pratiques avec des fiches d'exercices pratiques. Donc, chaque exercice pratique était détaillé au sein d'une fiche qui expliquait quel scénario allait être utilisé, quelle partie du système allait être utilisée lorsque c'était des tâches de maintenance, comment générer une panne, comment configurer le système pour pouvoir réaliser tel ou tel exercice pratique de telle ou tâche de maintenance. Donc, tout ça détaillé dans des fiches d'exercices pratiques. Et alors, pour entraîner les opérateurs, nous utilisions donc le système de simulation intégré à l'AXE, à ce système de contrôle aérien, pour lequel nous développions des scénarios spécifiques avec nos instructeurs, experts aussi de la défense aérienne, où ils intégraient tous les requis de la formation dans ces scénarios de simulation. Et puis on exécutait ces scénarios, souvent en multijoueur avec les différents apprenants. Et donc, c'était toute une phase en usine, et puis également, il y a eu toute une phase sur site. Donc, c'était vraiment un gros programme de formation, où là, nous avons développé des modules plus spécifiques, où on pouvait prendre en compte toutes ces liaisons de données dont j'ai parlé, tous ces moyens de communication spécifiques, où nous avions vraiment des trainings custom-made, vraiment taillés sur mesure pour chaque site, pour prendre en compte leurs spécificités, au travers des scénarios, au travers aussi des formations théoriques qu'on leur donnait. Donc, c'était vraiment une approche très large, un peu d'e-learning en prérequis, du présentiel en usine avec des exercices pratiques et ensuite des modules de formation en utilisant les moyens de simulation autant en usine que sur site. Parfait. Merci Gilles. Merci à tous de votre attention. Écoutez, le temps étant à 45 minutes avec les questions, nous allons évidemment terminer ce webinaire. Donc, merci de votre attention. Ça a été un beau petit jet dans le bain pour Gilles comme pour moi. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez la série évidemment qui suivra. On vous invite à rejoindre les épisodes qui vous intéressent. Et puis, d'ici là, je laisse le mot de la fin pour Gilles. Merci également à tous pour votre intérêt pour notre webinaire aujourd'hui. Et nous vous souhaitons, Nicolas et moi, une belle fin de journée et à très bientôt, en tout cas, on espère. Au revoir à tous. Merci.